Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chronique de dessin animé, Vision 6. Vous vous apprêtiez à lancer une vidéo. Oui, Men in Black, la série animée, mais... Et alors, vous avez vu ce que vous avez fait à la fenêtre? Désolé monsieur, mais nous allons devoir réquisitionner ce dessin animé. Ne vous en faites pas, nous sommes des professionnels, nous prenons l'affaire en main. Alors, acquisitionner des dessins animés, mais pourquoi? C'est quoi cette histoire? On va tout vous expliquer, mais d'abord venez un peu par ici pour un petit test oculaire. Alors, agenté? C'est comme il disait, Men in Black, la série animée. J'ai tout récupéré, on peut lancer le générique. Tu te rappelles Men in Black, la série animée? Oui, ça passait le mercredi sur M6 Kids à l'époque où je préparais mon bac. Et au moment où je la regardais, si je connaissais le concept du film, je ne l'avais jamais vu. Pas besoin d'avoir vu le film. La série n'est pas dans la même continuité, et tant mieux. Ça laisse une grande liberté pour exploiter l'univers en utilisant ses propres recettes et ses propres codes, sans craindre de gâcher ce qui fait la valeur de l'œuvre d'origine. Sauf que les films ne sont pas l'œuvre d'origine. À l'origine, Men in Black, c'est une série de comics, et d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on en a fait dans les films et dans la série. Si j'en crois les informations données par nos indices, les Men in Black des comics sont une organisation privée conspirationniste qui lutte contre des phénomènes paranormaux, pas seulement d'origine extraterrestre, mais dont le but final est de, en cœur, tenter de conquérir le monde. Dans le premier numéro, ils poursuivent des cultistes. La série, elle, reprend le concept du premier film. Des deuxième et troisième films aussi. Non, parce que les deuxième et troisième films ont été faits après la série. Et c'est plutôt eux qui reprennent des concepts de la série pour le coup, mais on y reviendra. Ce concept, donc... Un peu avant la guerre froide, le gouvernement a créé un petit bureau sans crédit dans le but officiel mais farfelu d'établir le contact avec les peuples des autres planètes. Veuillez regarder l'extrémité de cet appareil. Je vais procéder... Tout le monde pensait que c'était un canular, sauf les aliens qui prirent contact en mars 1961 dans la banlieue de New York. Nous étions 9 le premier soir. 7 agents, un astronome et un jeune type qui cherchait une route que jamais il ne trouva. Oh, et vous avez offert des fleurs au grand monsieur? C'était un groupe de réfugiés intergalactiques. Ils voulaient faire de la Terre une zone apolitique pour des aliens privés de planète. Tu as vu le film Casablanca? C'est pareil, sans les nazis. Bref, la série suit le quotidien d'un jeune bleu fraîchement recruté, l'agent J, formé par le meilleur agent et le pire pédagogue de l'organisation, l'agent K. Il est pas mauvais pédagogue, il fait juste de la... Psychologie, gamin. Si je t'en avais parlé, tu n'aurais pas été aussi efficace. Oui, voilà, comme il dit. Ouais, appelle ça comme tu veux, mais c'est avant tout un incroyable connard. Effroyablement doué et incroyablement connard. Par comparaison, J est un personnage extrêmement attachant, chaleureux, altruiste, sympa avec les subalternes, et vraiment très compétent malgré son ignorance des grandes ficelles du métier due à son inexpérience. La saison 1 marche à cause de l'excellent équilibre établi entre les deux personnages. Le jeune maladroit mais prometteur et sympa, et le vieux talentueux mais aigri et imbuvable. Pour autant, les personnages secondaires n'ont pas été négligés loin du monde. Déjà, premier élément de discontinuité entre les films et la série, l'agent L fait apparemment déjà partie du MIB au moment où J arrive. En tout cas, elle semble rodée. Elle connaît toutes les subtilités des coutumes extraterrestres que J ignore. Malgré son désir de devenir agent de terrain, elle est responsable du labo de recherche pendant 3 saisons. On reviendra plus tard sur la saison 4. Froide et pince sans rire, relativement hautaine avec J qui la drague un peu maladroitement, elle sert à établir que l'attitude de K vis-à-vis de J est la norme au MIB. Un petit bleu qui débarque et n'y connaît rien, c'est au mieux risible, au pire méprisable. Néanmoins, elle fait quand même preuve de plus d'empathie que K, et c'est en général elle qui explique à J et aux spectateurs les détails que K refuse d'expliquer. Alors on peut pas le guérir avec un bon antibiotique et des vitamines? Non, hélas, ce serait un génocide. Les Millicons ne sont peut-être qu'un virus à nos yeux, mais ils aiment leurs enfants eux aussi. Hein? Il y a une civilisation entière d'extraterrestres dans le corps de K. Elle fait vraiment beaucoup penser à Scully des X-Files avec son caractère froid et imperturbable.
Le design de la saison 1 lui donne un physique intéressant. On n'a pas cherché à la rendre jolie parce que c'est la fille. Elle fait partie des Men in Black, donc elle doit être inquiétante. Alors on l'a rendue maigre et pâle comme un fantôme. Effrayant certes, mais original. Je sentais bien que vous auriez besoin de renfort. Quel renfort? Qu'est-ce que vous me chantez là? Je vous ai dit que j'aimais pas les saisons 2. Le grand Manitou de l'organisation, Z, n'a pas plus d'indulgence que K et L envers les maladresses de J. Il se montre cependant très paternel comme chef et on voit qu'il se soucie réellement de ses hommes. Lui et K semblent avoir une relation privilégiée du fait qu'ils sont tous deux membres très anciens du MIB et qu'ils ont pas mal d'expérience en commun. A l'instar de tous les autres Men in Black, il est vraiment très difficile de lui faire perdre son sang-froid. Tu m'étonnes que J, avec ses sentiments à fleur de peau, fasse tâche au milieu de tout ça. Ben, un autre qui a les sentiments à fleur de peau, c'est le Fayot, la Johu. Oui, chef. Et vous et lui allez faire équipe pour travailler sur une mission très spéciale, c'est compris? Excellente idée, comme d'habitude. Une idée digne du grand patron du MIB. Probablement entré au MIB en même temps que J, mais apparemment plus doué pour cirer les pompes du formateur, il a tout du premier de classe insupportable. Bien qu'on semble le considérer comme un agent plus efficace que J, il est là pour démontrer au spectateur à quel point la résistance de J au formatage MIB le rend plus efficace sur le terrain. Et je suppose que t'as une solution. Les chaussures anti-gravité, évidemment. C'est drôle, je me rappelle pas du tout en avoir eu avec mon costume. Z même sans doute plus que toi. Je vous ai dit que je détestais les saisons 2. Mais dans cette série, il n'y a pas que des agents comme personnages récurrents, il y a aussi des extraterrestres. Enfin, il y a aussi des extraterrestres agents. Même si j'arrive pas à déterminer quel peut bien être le rôle des Worms dans l'organisation. Ils font du café, mais pour eux, pas pour les autres. Et à part ça, ils ne branlent rien de la journée. On dirait qu'ils ont simplement été adoptés par le MIB parce qu'ils étaient vraiment trop imprévisibles pour être intégrés à la civilisation. Ils étaient pas accros à la cigarette, ceux-là? Hé, télé-jeunesse, tu te rappelles? Leur addiction a été changée en quelque chose de plus acceptable à l'écran. Les voilà donc caféinomanes. Les Worms sont là pour assurer les gags de gros. Ils sont d'une bêtise irrécupérable et pas seulement parce qu'ils sont des extraterrestres isolés sur Terre qui ne comprennent pas les relations humaines, ils sont apparemment vraiment déficients même au regard de leur propre espèce. Ils ont la mentalité d'enfants de maternelle insupportable, de fait ça devrait devenir rapidement saoulant pour le spectateur, mais non. Pourquoi? Parce que leur stupidité et leur irresponsabilité ne servent pas qu'aux gags. Elle sert aussi à montrer la générosité dont J peut faire preuve vis-à-vis de ces créatures irresponsables et incapables de s'occuper d'elles-mêmes. On ne voit d'ailleurs pas d'autres agents du MIB s'occuper des Worms autant que lui. Par conséquent, ils sont les seuls personnages à traiter J avec respect et reconnaissance. La relation entre J et eux est presque une relation de petit frère à grand frère et à la longue ça en devient touchant. Hors des bâtiments du MIB, J et K ont deux indices réguliers, tous deux tirés du film. Frank, l'extraterrestre déguisé en chien, Bon, alors, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur la gâchette. qui m'a brisé le cœur le jour où j'ai découvert que sa voix est la même que la voix si sexy d'Iki dans Les Chevaliers du Zodiaque. Décidément, tu as toujours l'alarme aussi facile, chevalier. Et Gyps, l'extraterrestre dont la tête repousse quand on lui tire dessus. Quand on lui tire dessus, tout repousse dans cette série, pas seulement la tête. Oui, mais on tire particulièrement beaucoup sur la tête. Faut dire que ça fait une cible facile. Frank est apparemment un ami de longue date de K, mais il fait preuve de pas mal d'attachement pour J, avec qui il échange des vannes et des confidences. Complexé d'avoir l'apparence d'un chien, un peu snob, aspirant à un raffinement et un intellect que son apparence et ses fréquentations ne lui permettent pas, il est cependant très primaire et a souvent des réactions épidermiques qui contredisent ses velléités de sagesse et de logique. Et en fait, il se retrouve assez souvent à manger n'importe quoi, de préférence le MacGuffin de l'épisode. Frank, c'est un personnage sympathique. Même s'il lui arrive de trahir le MIB pour ses intérêts personnels, il ne le fait que dans la mesure où ça ne lui paraît pas trop dommageable pour eux. Franck, tu nous as tendu un piège? Franck est le meilleur des indiques. Oui, peu importe pour qui il travaille. Et désolé les gars, je pensais que vous vous en tireriez mieux que moi. Vous avez l'avantage d'avoir des pouces. Gibbs, c'est autre chose. Il est dans le camp du plus offrant, peu importe les conséquences. C'est assez facile de le faire trahir, il suffit de le menacer ou de le payer, ou les deux. De fait, il est dans quasiment tous les épisodes, mais on sait jamais s'il va être gentil ou méchant dans celui-là. C'est d'ailleurs à cause du succès de la série que Frank et les Worms ont un rôle si développé dans le deuxième film. Et ça, c'est les personnages récurrents. Il y a un soin particulier apporté à ceux qui n'apparaissent que le temps de l'épisode, qui fait qu'on est toujours touché par la situation. Cette série, du moins pendant la saison 1, marche très bien à cause de ses personnages. Aussi à cause des scénarios. Men in Black n'est pas une série à suivre. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait un fil rouge.
On a bien un méchant récurrent, Alpha, qui introduit son fil rouge perso sur les 4 saisons, mais ses apparitions restent épisodiques. Ça, elles sont marquantes, le physique du gars y est sans doute pour quelque chose, et sa personnalité, et la subtilité complexe de ses plans. Mais il ne s'agit à chaque fois que d'un épisode à la fois. Le reste du temps, les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une série basée sur des personnages qui racontent des aventures quotidiennes, et à part les subtils progrès faits par J, il n'y a pas franchement de raison de respecter une chronologie. C'est un beau lien. Leur structure biochimique les rend très vulnérables à l'eau du robinet. Je vois que t'as révisé ton manuel. Même parfois, on ne prend même pas la peine d'être cohérent dans cette série. Comment ça? Je me rappelle pas d'incohérence, moi. Quand il y en a, elles sont subtiles. Par exemple, dans la saison 1, Z explique qu'il n'y a pas d'agent A. Il n'existe aucun agent de ce nom. Dans les saisons plus tardives, au moment d'un appel, on s'aperçoit qu'il y en a un. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, X. Bah, il peut avoir été recruté entre-temps. Il a pas l'air un peu vieux pour ça? Bah, on n'a jamais parlé d'âge limite pour les recrutements. Et puis, qu'est-ce qui te prouve que sous ces dehors de vieil humain se cache pas un fringant jeune anacondien? Sinon, il y a ça qui me pose plus de problèmes. Ni Alpha ni Z ne font partie des membres fondateurs, ceux qui ont accueilli la première délégation extraterrestre sur Terre. Et pourtant, tout le monde dit que c'est Alpha qui a fondé le MIB. Sophie de Croisette est arrivée après la création de Code Lyoko, et c'est quand même elle qui a fait Code Lyoko. On n'avait pas encore fait de référence dans cette vidéo-là. Mais K fait partie des fondateurs, lui. Il n'a aucune raison d'avoir été formé par Alpha. Il était gosse! Évidemment qu'on n'allait pas l'envoyer immédiatement sur le terrain. Évidemment qu'on allait recruter a posteriori un véritable agent de terrain avec une solide expérience des missions non extraterrestres pour lui confier le gosse dont on est bien obligé de faire un agent puisqu'il a été témoin de l'événement. C'est pas des incohérences, c'est juste toi qui n'as pas assez d'imagination. Quoi qu'il en soit, chaque épisode a son histoire, et ces histoires sont en général géniales, délirantes et pourtant touchantes. Lorsque J et K déboulent sur une scène de crime alien, ils utilisent des couvertures diverses et variées pour justifier leur présence. Mais c'est toujours la Division 6. Brigade de secours, Division 6. Excusez-nous, on est ouvreur, Division 6. Ministère de l'Éducation, Division 6. Qui êtes-vous? Des orthodontistes, Division 6. Sinon, dans la saison 1, il y a parfois des moments de vraie violence dure. C'est pas une série bonne enfant. Eh ben, c'est pas une flèche de Cupidon qu'il a reçue. Je n'avais pas le choix. Les traites svéniens ne brisent pas les cœurs, ils les dévorent. La série marche aussi à cause de l'ambiance visuelle très particulière. C'est produit par les mêmes boîtes que Jumanji, et ça se voit, surtout dans les décors. Un peu dans les personnages aussi. Même s'ils sont moins difformes que dans le Jumanji et dessinés dans un style aussi réaliste que peut être un style de comics, la couleur de leur teint est cadavérique et ils sont excessivement verts. Bref, il est totalement impossible de distinguer les humains des vrais aliens, ils sont tous monstrueux. Là, tu parles de la saison 1. À partir de la saison 2, le graphisme devient moins effrayant. Tu veux dire plus banal et plus aseptisé. Elle devient une poupée Barbie, Frank change de tête sous son costume d'alien, et K rajeunit comme Bruce Wayne rajeunit dans les nouvelles aventures de Batman. Je vous ai dit que j'exécrais les saisons 2. La saison 2 fait ce que font toutes les saisons 2. Elle renonce à des éléments qui rendaient la série particulière. Le design, l'intelligence avec laquelle les scénarios d'épisodes sont construits, le fait que la maladresse de J n'est pas due au fait qu'il est con, mais au fait qu'il est débutant. Enfin, c'est pas que J devienne incompétent dans la saison 2, c'est qu'il devient incroyablement malchanceux. Les scénaristes se sont imaginés qu'il était incroyablement hilarant de lui faire arriver toutes les merdes du monde, et de fait, il lui arrive toutes les merdes du monde, sans jamais aucune compensation. Je n'ai pas de chance! Parce que c'est censé être un gag. À partir de la saison 2, J est censé être le personnage du gros, sauf qu'il n'est pas gros, et il n'est même pas le personnage à qui il est drôle que des merdes arrivent. Il est le personnage qui découvre le monde des aliens en même temps que le spectateur et qui, comme il n'en a pas l'habitude, en voit toutes les incongruités, comme Harry Potter dans Harry Potter. D'ailleurs, c'est cet aspect décalé de l'univers qui fait que l'emberlificotage des réalités scientifiques passe. La série en joue d'ailleurs, la solution consiste effectivement toujours à inverser la polarité. Inverser la polarité? Bien joué. Je n'ai pas pu l'arrêter, alors j'ai inversé son sens de polarité. Je renverse la polarité. Ouais, pour le côté scientifique, c'est pas toujours très réfléchi. D'ailleurs, dans les saisons tardives, il y a encore une connerie dans une histoire de voyage dans le temps avec le temps qui continue dans le présent en même temps que dans le passé. Mais peu importe, ce qui importe c'est que dans la saison 1, il y a un décalage entre les a priori de J, qui sont les mêmes que ceux du spectateur, et ce qui lui arrive effectivement. Et c'est en ça que réside le gag. En le décalage entre la perception que J a toujours eu du monde et le monde qu'il découvre. Et comme nous sommes nous-mêmes dans sa situation, nous n'avons aucune raison de nous moquer de lui. Si votre théorie est la bonne, comment expliquez-vous que vous seul vous souveniez de ces soi-disant disparus? C'est irrationnel. Une minute, H. N'oublions pas que nous sommes dans l'irrationnel. Et à partir de la saison 2, il devient un gros nul. Il est censé se transformer en n'importe quoi. S'il y a un sauvetage à faire sur les Twin Towers, vous allez voir qu'il va se tromper de tour. Non!
Et l'épisode où il sera le moins ridiculisé sera celui où il porte des culottes tyroliennes. Un épisode de la saison 4. Ah, la saison 4. Parlons-en de la saison 4. J'ai quand même regardé la série continuer et se dégrader de plus en plus avec un grand espoir au cœur. Après tout, Kolyoko m'avait habitué à ce qu'une série se rattrape sur la fin. Dans Men in Black, point de rattrapage. Au contraire. Non seulement on tire au bulldozer sur le personnage de J, non seulement on renonce au design et à l'identité de la série, mais les scénarios sont de plus en plus crétins, inimaginatifs, inesthétiques. Et là, arrive la saison 4. La saison 4, où il crée 2 personnages supplémentaires, censés être importants puisqu'ils apparaissent dans le générique, et qu'ils ont un look marquant. L'un d'eux à la tête de Vorador de Legacy of Kain. Et ces personnages ne servent à rien. À rien. Enfin si, à nous enlever le peu que les saisons précédentes nous avaient laissé. Tête de Brocoli remplace elle au labo. Il n'a pas le même rapport que elle agit, du coup les scènes de labo deviennent juste des scènes de labo. Ah, il a son petit lot de gags de gros aussi. Vorador devient le partenaire de elle sur le terrain. La série suit déjà le quotidien d'un duo d'agents sur le terrain. Rien de nouveau dans ce nouveau couple d'agents formés. Ah si, Vorador est une tête brûlée qui rêve de gloire et met les autres en danger. Comme il est spéciste, il n'écoute pas les mises en garde de sa partenaire. La fragilité de l'ego humain. On a toujours quelque chose à se prouver. Bref, elle disparaît. Elle ne sert plus à rien. Elle ne sert à rien au sein de son équipe parce que son partenaire agit sans tenir compte d'elle de toute façon. Son équipe ne sert à rien parce que pour qu'elle serve à quelque chose, il faudrait que ce soit celle de K et J qui ne servent à rien. Plus de elle, 2 extraterrestres qui prennent l'espace visuel sans servir à quoi que ce soit d'autre, J qui devient plus idiot que jamais. Ah oui, cette saison 4 est une souffrance. C'est terrible la façon dont les scénaristes nous prouvent parfois qu'ils n'ont pas compris ce qui était bien dans leur propre série. Sinon, tu disais que le film et la série sont pas dans la même continuité. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le film est un film dans la continuité de la série. Sauf que c'est pas exactement le même film et qu'en plus il est effacé des mémoires dès que le MIB découvre son existence. Mais il y a bien Will Smith et Tommy Lee Jones dans les rôles principaux. C'est encore pire que ça. Dans La Vengeance de la Punaise, on découvre que la scène du film où elle tue la bestiole s'est effectivement passée dans cette continuité-là. Mais ça nous est montré d'une manière qui contredit pas l'idée qu'elle était au MIB avant J. C'est juste qu'elle a pas sa veste. Et à côté de ça, dans l'épisode de fin de la saison 3, on trouve un prétexte à la con pour rejouer le recrutement de J comme dans le film. Non sans nous asséner de toutes les manières possibles et imaginables que le premier recrutement s'est bien passé comme dans le film. Mais bon, la question de la continuité a été tranchée à la sortie du 3e film. Parce qu'on est dans la fiction, la même chose ne se reproduit jamais 2 fois. Et le scénario du 3e film n'est ni plus ni moins que le scénario de l'épisode 13 de la saison 1, en un peu plus élaboré, certes, et un peu plus orienté action pour grand écran et 3D, mais tout de même encore assez proche du scénario de l'épisode pour qu'on suppose que ça a été fait exprès. T'as vu ça? Vu quoi? Dave vient de disparaître de la photo. Je ne connais personne de ce nom. Que dire d'autre? La série a eu un épisode censuré aux États-Unis, un épisode où les Twin Towers sont menacés par un dirigeable. Slim, tu te rappelles les 2 grandes tours? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont? Je crois qu'elles ne seront bientôt plus aussi grandes qu'avant. Sinon, petit défaut classique des dessins animés importés, la traduction est pas toujours cohérente. L'agent U est traduit agent vous dans l'épisode où on en a besoin pour le jeu de mots, et uniquement dans celui-là. Pas vous, fiston. L'agent, vous. Agent, vous à vos ordres, chef. En même temps, ça aurait été un peu bizarre dans les autres. Les bestioles du film n'ont jamais 2 fois le même nom. Il y a une punaise en ville, c'est un type qui s'appelle Edwin. K, Des monstres? nous venons d'apprendre qu'une invasion d'insectes serait imminente. Ah, et la jolie extraterrestre prénommée Aileen. C'est traduit tantôt Hélène, tantôt Aline. L'agent Aline va collaborer avec nous sur cette affaire. Hélène, qu'est-ce qui t'amène sur cette bonne vieille terre? Franchement, c'était tout aussi simple de lui laisser son vrai nom. Bref, si on doit émettre un avis global, cette série est avant tout une série divertissante, sans plus d'ambition que d'être divertissante, dont tous les efforts résident dans l'originalité qu'elle met dans sa façon de nous divertir. Si toute la série avait été à l'image de sa saison 1, elle aurait été plus qu'un simple divertissement. Et bon, on lui pardonne. Maintenant que c'est fini, regardez bien ce petit objet pour un test de vue gratuit. Non, je déconne. Men in Black mérite qu'on s'en souvienne. Ce n'est qu'un pique-nique de fruits de mer entre contrôleurs des impôts. N'oubliez pas de remplir votre déclaration de revenus.
Sous une grotte à l'écart, Angélique amoureuse, des feux du beau Médor, sortira plus heureuse. Nestor! Compagnon, non, arrêtez! Sans la lumière du cyclope, ils ne sont plus rien! Bien, voici une interruption très agréable. Je rencontre enfin l'insaisissable Bruce Wayne. C'est vrai, il y a une chose que tu ignores. J'ai apporté quelques modifications à mon physique depuis notre dernière rencontre. Tiens, regarde. Franchement, si tu étais une Sith, cette confrontation ne serait-elle pas déjà terminée? Il n'y a pas si longtemps, c'était toi qui te trouvais exactement dans la même situation que moi. Un simple grain de riz peut faire pencher la balance. Un seul homme peut faire la différence entre victoire et défaite. Comment? Non, non, et encore une fois, non, ça ne se passera pas comme ça. Le 5e mousquetaire, me pur, vous entendez ça, Milady, me pur, senti... Je te laisse 5 secondes pour débarrasser le plancher de ta sale carcasse d'alien. On est plutôt pas mal. Dis-moi, Charlie, y a pas un type au visage masqué qui serait venu au Pink hier soir? J'ai mangé il y a moins de 5 heures d'abord. Alors, vous pouvez pas m'opérer, hein? Il faut être à jeun. Oh, chef, j'ai une idée. On met d'abord le feu à leurs écuries, on s'empare de leurs chevaux, et puis après, on s'en va tranquillement, d'accord? Je me brosserai les dents, on rêve. Si tu veux jouer un imbécile, t'as pas gagné, tu sais. J'ai l'air d'être un chien, fiston, je sais, mais je n'en suis pas un. Puisqu'ils croient en ces faux dieux qui font trembler le peuple. Voilà le vrai Dieu, celui qui permet de régner par la terreur. Comment ça, Globine? Y a pas de fenêtre et nous sommes bien trop gros pour entrer. On dirait oui, mais on a intérêt à ouvrir l'œil. Mais c'est du sucre. En 2 mots, vous aimeriez que j'interne son père dans l'espoir que cela la décidera à vous épouser. Oh, ce chantage est tout à fait immonde. Je suis partant. Je ne te pardonnerai jamais, ni à toi, ni à ta crapule de père. Ma vengeance sera terrible. Maintenant, Franck, évite de tousser ou de faire de faux mouvements. Je ne tiens pas à ce que ce truc explose devant moi. Pose-moi la question de ton choix, mais n'oublie pas la règle d'unité. Choisis-la soigneusement. L'agent K ne tarit pas d'éloges à votre sujet. L'artiste